Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, porte-parole des Constructifs. Bonsoir. Bonsoir. Et François Calfon, membre du Conseil national du Parti Socialiste. Et même on peut même dire de la direction collégiale dont tout le monde parle. Ah bon, nous sommes moins nombreux au Conseil national quand même. Il y a pratiquement tous les adhérents du PS alors, non? Non. Vous avez perdu beaucoup d'adhérents. Vous êtes joueur, Patrick, mais c'est ce que j'apprécie en vous. Bon. Il y a encore beaucoup d'adhérents au Parti Socialiste. Alors, je vais vous dire une chose, vous voyez, si on se départissait des effets de mode, mais merci avec votre question que je puisse répondre, il y a à mon avis autant d'adhérents au Parti Socialiste que de votants réels. Je ne parle pas des gens qui cliquent sur Internet. Ceux qui ont voté à la primaire de la gauche, par exemple. Les Candy Crush saga d'adhérents à La République En Marche. Quand il s'agit de voter les statuts, il y en a eu 60 à 70 000. Je vous garantis que nous, des gens physiquement présents, et non pas des gens qui cliquent sur la le start-up parti politique, il y en a plus de 70 000. Et chez vous, Pierre-Yves Bournazel, il y a combien de républicains aujourd'hui? Je dois dire que je suis un peu en retrait et en recul. Oui. Enfin, vous avez toujours la carte quand même. J'ai toujours la carte officiellement, mais je ne prendrai pas parti dans l'élection des Républicains. Parce que je pense depuis longtemps, mais ça s'est accéléré, que la ligne politique et identitaire qui est portée par les Républicains n'est pas une ligne capable de rassembler les Français. Puis c'est pas une ligne qui gagne, puisque depuis 2002, la droite s'est beaucoup durcie sur le fond. D'abord à partir de 2010, c'est le discours de Grenoble, mais surtout ensuite après 2012, et notamment avec la campagne de François Fillon. Et malheureusement, ça ne correspond plus à l'idéal européen, libéral, social et humaniste que j'ai choisi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, il y a combien d'adhérents? Je crois qu'il y en a plus de 150 000, mais j'ai peur de dire une bêtise et je ne suis pas un bon porte-parole dans la matière. Mais il y a encore des militants et ces militants, il faut les respecter parce que c'est un engagement difficile, quel que soit le parti, c'est du bénévolat. Et je pense qu'ils méritent des dirigeants qui sont en capacité de les rassembler et de les aimer, et c'est pas toujours le cas. Mais vous ne ferez pas le choix de l'un plutôt que de l'autre? À titre personnel, Maël de Calan porte des idées qui sont proches des miennes, il a du talent, nous étions ensemble porte-parole d'Alain Juppé, dernier, oui. Et je lui souhaite plein de succès, mais je crains que la ligne politique soit imposée à notre mouvement soit une ligne identitaire, et ce n'est pas ma ligne politique. Je ne crois pas que ce soit le salut pour la droite et le centre. Et moi, j'ai décidé d'être un député libre, constructif donc, soutenant le gouvernement sur les bonnes réformes, sur le travail, sur l'école. Toutes les idées que nous avons toujours voulu porter à droite et au centre sont défendues et portées aujourd'hui par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Il faut avoir le courage de le dire et donc de les soutenir, mais en gardant une liberté de ton, une liberté de proposition sur un certain nombre de sujets, dont la fiscalité, où il peut y avoir des désaccords. Et vous, chez vous en tout cas, François Calfon, qu'est-ce qui va se passer au prochain congrès du PS? Ça, je n'ai pas dans le mar de café, mais il est question finalement de savoir quelle attitude on adoptera face aux différentes offres politiques qui sont présentes. Pour ce qui nous concerne, on considère, je pense, à l'unanimité que finalement le pouvoir macronien est de droite et en même temps de droite, même si Pierre-Yves Bournazel est macroniste et en même temps un peu républicain, si j'ai bien compris. Nous considérons à l'inverse de ce qui a été dit, et de manière nette, que c'est ce qu'on appelle la réforme des ordonnances Pénicaud-Macron n'est qu'une régression. Il n'y a que de la flexibilité, il n'y a pas de sécurité. Donc nous ne pouvons pas approuver cela. Cela dit, on vous a pas beaucoup vu dans la rue. On a vu le PC, on a vu la France Insoumise. Moi, personnellement, j'étais présent, et malgré ma grande taille, ça n'a pas pu compenser les masses. Ça se repère, mais bon, il n'y a pas comme voix qui a été en fer de lance. Il n'y a pas comme voix que la contestation de la rue, même si nous soutenons la mobilisation du 21, c'est-à-dire de jeudi prochain, si je ne m'abuse, oui. Ainsi que la mobilisation des fonctionnaires le 10 octobre, eu égard aux agressions très fortes qu'ont dû subir les fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires territoriaux, mais pas que. Gel du point d'indice, austérité budgétaire, qui mène les pays qui la suivent là où ils sont. Voilà, donc nous serons clairement dans cette... Ensuite, le Congrès, sur quoi se fera-t-il? Me semble-t-il qu'il faut qu'il y ait une place pour une gauche à la fois clairement dans l'opposition et à la fois qui soit en capacité de proposer un autre chemin. Je donne 2-3 idées. Sur la question territoriale, il est clair que autant nous avions posé le diagnostic de la France périphérique, autant il faut maintenant construire les solutions et non pas faciliter les fermetures de sites et d'usines comme c'est prévu dans la loi Pénicaud-Macron. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est re-ensemencer les territoires et puis considérer bien sûr que les salariés ne sont pas la cause des maux
finalement de notre économie, mais en même temps ne pas avoir une logique fixiste sur le marché du travail, puisqu'il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. D'abord, le fait que le contrat juridique de nature de subordination n'est plus dans l'air du temps, et ensuite l'émergence finalement d'un fait avec l'intelligence artificielle, qui est la destruction de l'emploi, et même qualifiée, il faudra répondre avec de nouvelles solidarités. François Calvon, sur ce sujet, j'en termine avec vous. Vous avez bien conscience que vous êtes à la fois siphonné donc par Emmanuel Macron et ses idées et par Jean-Luc Mélenchon et les siennes. Tous les jours, je rencontre des gens qui ne se retrouvent, et de plus en plus, il y a qu'à regarder les courbes, ne se retrouvent pas du tout et qui ont l'impression d'avoir été arnaqués, il n'y a pas d'autre mot, par Monsieur Macron, et qui reviennent à la maison, si j'ose dire, en termes d'idées, et qui ne sont pas sur un logiciel, comment on appelle ça, de coup d'état social. Il y a plein de gens qui sont de gauche, tout simplement, comme il y en a toujours eu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un défaut d'incarnation ? Il va falloir être prudent, hein. On est pour l'instant, modeste. L'incarnation socialiste, on ne la voit pas beaucoup. Hein. Patrick, il va falloir être prudent et modeste parce qu'on a pris une veste, hein, il faut bien le dire. Donc, il faut attendre un temps qui est raisonnable, c'est notre congrès en février, et d'ici là, nous avons des états généraux où ce sera un temps d'introspection sur ce qui a manqué, y compris sur la forme, parce que les partis politiques, et peut-être que Pierre-Yves Bournazel ne me démentirait pas, traditionnels, ne sont plus une offre qui correspond à ce qu'attendent les Français. Alors, j'en viens à vous, justement, Pierre-Yves Bournazel. Vous n'avez pas l'impression de participer à un coup d'état social en soutenant ces ordonnances ? Non. Et j'ai l'impression de défendre des idées que j'ai toujours portées dans notre famille politique de la droite et du centre. On peut vous en donner acte, puisque c'est exactement ce que nous disons, qu'il s'agit d'une réforme de droite. Oui, et donc je pense que lorsqu'on est de droite modéré ou centriste, on est cohérent quand on soutient les bonnes réformes du gouvernement. Bien sûr, sur le travail, c'est ce que nous demandions depuis très longtemps. Sur l'école, Jean-Michel Blanquer est un excellent ministre de l'Éducation nationale. Il met en place le dédoublement des classes de cours préparatoires dans les quartiers REP+. Je suis concerné dans ma circonscription, la 18e de Paris, où des élèves aujourd'hui sont 12 par classe. Ça permet à l'enseignant de suivre des enfants qui au départ ont moins de capital social et moins de capital culturel et leur donner plus de chances d'acquérir les fondamentaux. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron dans sa campagne. Exactement, c'est mis en œuvre, c'est ce que nous demandions depuis très longtemps. Il est en train de détricoter toutes les mauvaises réformes mises en place par Madame Vallaud-Belkacem, l'enseignement du latin et du grec, la fin des classes bilingues. Il est en train de revenir dessus et donc nous sommes en cohérence. Sur les questions financières, il y a des paradoxes chez les Républicains. Les Républicains, nous avons soutenu François Fillon au premier tour de la présidentielle. François Fillon demandait 100 milliards d'euros d'économie sur le quinquennat. À chaque fois que le gouvernement essaye de réduire les dépenses publiques, je soutiens. Et j'ai un certain nombre de mes collègues qui disent il faut pas. Alors on est dans pareil un jeu de rôle. Sur les contrats aidés. Les Républicains, à l'unanimité, soutenaient François Fillon qui demandait la suppression des contrats aidés. Et dès que le gouvernement de M. Philippe diminue le nombre, pas la suppression, diminue le nombre d'emplois aidés, un certain nombre de mes collègues républicains sont les premiers à crier en disant ce n'est pas normal. Moi je dis il faut être cohérent et garder la constance de la ligne politique. François Calvon. Alors, contre l'évidence, je ne voudrais pas non plus que nous soyons dans une sorte, puisque c'est ce qui est un peu dénoncé, les jeux de faux semblants à droite, que nous soyons dans ce type de choses à gauche. Moi je dis ce qui peut me convenir éventuellement chez Emmanuel Macron. Je ne serais pas contre le dédoublement des classes de CP en ZEP si je considère que c'est une bonne chose. Donc j'ai pas de difficulté à dire que sur cet aspect des choses, M. Blanquer développe des éléments de politique qui peuvent me convenir. De la même façon, il y a des sujets. Moi qui étais le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, la nationalisation temporaire d'STX est quelque chose qui va dans le bon sens. La mobilisation contre la directive du travail détaché que nous avions prônée va dans le bon sens. Pour autant, et je le dis avec beaucoup de force, sur des questions fondamentales, le rapport à l'austérité qui est soutenu, qui était fortement soutenu par M. Fillon, qui est mis en œuvre par M. Macron, nous pensons que c'est une folie. C'est-à-dire c'est une folie au moment où la croissance reprend. Vous avez un exemple. Les caisses sont vides parce que vous savez, vous avez un exemple. Déborde pas. Exemples. Il y a des exemples comme la Grèce où sous l'égide de la Troïka, on a appauvri réellement un pays. Et un autre exemple, à un autre bout de l'Union européenne, qui est le Portugal, qui était dans une situation difficile. Vous avez maintenant des taux de croissance importants, un impôt qui rentre, alors que c'est rigoureusement une politique inverse qui a été menée, qui est une politique de croissance. Donc nous sommes contre ça. De la même façon, puisque on doit dire les choses, je pense, pour retrouver de la clarté au débat. Nous pensons que M. Macron est à l'origine du plus grand plan social de France. 170 000 destructions de contrats aidés et qui sont derrière quelque chose de plus important encore. Ils n'étaient pas lancés par le gouvernement précédent La suppression des contrats aidés, non. Il est même reproché. Un certain nombre était déjà. Il est même reproché. Vous savez, moi je pense qu'il faut être raisonnable sur les contrats aidés. Mais simplement, il faut dire ce que ça fait. Les contrats aidés, ça permet notamment de maintenir le lien social sur des activités qui n'ont pas
forcément d'utilité économique. Si on les remplace, à ce moment-là, il faut soutenir ce lien social, ou alors, et c'est une cohérence de M. Macron, il faut détruire, araser, continuer à creuser les inégalités territoriales, et c'est ce qui le fait. Donc vous voyez, nous n'avons pas de problème à nous situer dans l'opposition claire, parce que l'austérité, parce que la destruction du Code du travail, mais en même temps, j'ai cité peut-être quelques points sur les aspects européens ou de politique industrielle contre lesquels je ne vais pas me prononcer puisque je suis d'accord. Pierre Bournazal. Notre dette publique, c'est 100% de notre produit intérieur brut. Donc il faut s'attaquer à la dépense publique là où elle n'est pas utile ou là où elle n'est pas efficace. Il n'y a pas un gouvernement qui n'ait pas dit ça depuis 40 ans. Oui, mais maintenant il faut le faire parce que nous sommes face à un mur. Et je crois que le gouvernement aujourd'hui travaille beaucoup à la réduction de la dépense publique, essayer de lutter contre les doublons aussi entre l'administration centrale, l'administration déconcentrée ou décentralisée. Il y a beaucoup d'efforts à faire et il y a un cap qui est donné et qui va être précisé pour les 5 ans qui viennent. Nous soutiendrons et nous les constructifs, nous serons même vigilants à ce que les réformes se fassent et que l'idée de diminuer la dépense publique là où c'est nécessaire se fasse aussi. Mais j'ajoute un point essentiel, c'est que il ne détruit pas la croissance, il veut la consolider en faisant confiance aux TPE. Oui, mais c'est récessif ces politiques-là. Non. TPE, PME, faire confiance aux entrepreneurs, celles et ceux qui savent créer de l'emploi. C'est les ordonnances sur le travail. Monsieur Bournazal, est-ce que vous savez, d'accord, mais est-ce que vous savez quelle est la part dans l'investissement public des collectivités locales ? Avant de répondre à votre question, c'est 80%. Avant de répondre à votre question, c'est avec les politiques d'austérité. Je voudrais terminer. La baisse des cotisations sociales sur les salariés pour rapprocher le salaire net du salaire brut, ça va faire gagner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes et les classes moyennes. Et aux classes moyennes, ça va relancer notre économie parce que ça va permettre à ces familles de consommer et de favoriser celles et ceux qui travaillent et qui méritent aussi d'être récompensés des fruits de leur travail. Donc il y a un effort du gouvernement pour diminuer notre dette publique, de mieux gérer l'État, de mieux gérer la dépense publique et en même temps de soutenir l'activité par un soutien à la consommation en soutenant les classes moyennes et les ménages. Dernier mot, c'est très simple. C'est qu'en fait, au moment où il faut soutenir l'investissement public pour accroître l'effet de relance, on a des politiques récessives. Et on a vu au Portugal que quand on fait l'inverse, ça fonctionne. Quand on va du côté du modèle grec, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, vous parlez de politique entre guillemets objective, frappée au coin du bon sens. En réalité, vos politiques fiscales enrichissent les riches et arasent le pouvoir d'achat des plus pauvres et notamment des retraités. François Calfon, merci. Pierre-Yves Bournazal. Merci à vous. Merci.